Allez, 70 ans de la DS. Allez, 70 ans de la DS. L'an dernier, j'ai évoqué le titre de voiture européenne de l'année obtenu par la Citroën CX Ouais, j'avais envie de lui consacrer devant une le vidéo. Volkswagen Golf il y a 51 ans. Ah bah, ça tombe bien parce que leur fleuron, la DS, a été présenté en 1955, il y a tout pile 70 ans. Et puis, je me suis laissé tenter pour en faire une vidéo bien plus longue, bien plus complète, consacrée au haut de gamme de la marque au chevron, carrément. Je vais même remonter avant-guerre, à la fin des années 20, la C4 s'équipe d'un 6 cylindres en ligne et devient C6. Leur évolution en 1932 prendra le nom de Rosalie, qui est le surnom d'une version des records, mais elle conserve les moteurs 4 cylindres, alors 32 chevaux et 6 en ligne de 50 chevaux. Ça soufflait à l'époque. Et la fiscalité des modèles va de 8 à 15 chevaux. L'architecture est traditionnelle, moteur à l'avant, arme de transmission qui traverse l'habitacle pour propulser le véhicule par les roues arrière, mais le modèle apporte déjà une innovation. Ouais, là, à l'époque, c'était le moteur diesel. Alors oui, le moteur du tourisme. Non, si aussi, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. La Rosalie innove grâce au moteur flottant. C'est-à-dire qu'il est tenu, le moteur est tenu au châssis par ce qu'on appelle aujourd'hui des cylinder blocks, c'est-à-dire des blocs de caoutchouc, donc élastiques, ce qui permet de réduire les vibrations et donc de rendre la voiture à la fois plus confortable et plus silencieuse. Et la Rosalie aura, en guise de bouchon de radiateur, un bouchon en forme de cygne évoquant justement la souplesse et le calme de ce gros oiseau. S'y ajoute aussi, sur la Rosalie, il y a eu aussi les vitesses synchronisées, il y a eu le verre trempé, ça aussi c'était toutes des choses qui étaient prévues pour améliorer le confort des passagers. La Rosalie de 1932 se vend bien, hein. Il y a plus de 5000 exemplaires par an. Ouais, c'est pas mal par rapport à l'époque, mais c'est pas suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et dès qu'il présente cette nouvelle génération, Citroën a déjà lancé l'étude d'un futur modèle. Alors, un modèle qui sera de 7 chevaux fiscaux afin d'être plus accessible. Et en bon ingénieur, il aime l'innovation. Son expérience lui démontre qu'il faut communiquer. Il décide de frapper un grand coup. Alors, sa nouvelle voiture sera équipée de la traction avant. Alors, c'est pas lui qui a inventé ça, on sait que c'est pas. Alors, techniquement, parla-t-il en 1897, d'un point de vue purement technique, mais la version qui nous intéresse, elle a été inventée dans les années 20. Et en fait, on retrouve cette invention, même si Citroën doit utiliser un brevet en particulier, on va retrouver cette invention aussi bien en Amérique du Nord qu'en France, qu'en Grande-Bretagne. Et étonnamment pour nous aujourd'hui, les premières voitures à être équipées de la traction avant sont des modèles de sport, car la disparition du tunnel de transmission permet d'abaisser la carrosserie, donc le centre de gravité, donc de mieux tenir la route dans les virages. Alors ça paraît un petit peu contre-intuitif parce qu'aujourd'hui sport ça veut dire plutôt tout à l'arrière pour avoir plus de poussée. Mais la vraie innovation de la Citroën 7 chevaux elle n'est pas là. Pas seulement là, elle consiste à réunir pour la première fois différentes inventions que d'autres ont déjà éprouvées. La traction avant, on l'a dit, une structure monocoque plutôt qu'une caisse posée sur un châssis, une carrosserie aérodynamique, des suspensions indépendantes aux 4 roues et des freins hydrauliques. Oui, parce qu'avant on avait des freins à câble et c'est comme le frein à main aujourd'hui. Sauf que le frein à main on l'utilise pour... et encore je dis aujourd'hui les véhicules électroniques, les freins à main électroniques n'ont plus besoin de ça, mais sur la plupart des voitures on a encore un frein où on tire un câble et on voit bien que si on freine avec ça, petit à petit ça détend le câble, donc il faut quand même avoir vachement confiance dans le filet en métal quoi. Présentée en 1934, soit moins de 2 ans après son développement, la 7 chevaux est très vite surnommée traction avant. Ouais, pléonasme. Et cette appellation, qui est un surnom populaire, deviendra canon pour toute la gamme après-guerre, en commençant par la traction avant 2 chevaux. Oui, ouais, on l'a oublié Alors, on depuis. n'a pas oublié à 2 chevaux. Ah, on n'a pas oublié à 2 chevaux, mais on a oublié son appellation complète. Et quand on dit 2 chevaux, on pense évidemment à la fiscalité, hein, on ne parle pas de puissance moteur. Ouais, alors, j'ai bien entendu. La voiture a été développée en moins de 2 ans, la traction 7 chevaux, ce qui paraît extrêmement court pour l'époque. C'est pas suffisant pour la fiabiliser, elle entraînera d'ailleurs la perte de l'industriel qui déposera le bilan et verra sa société survivre sous la gestion de son principal créancier, Michelin. Michelin, c'est ceux qui fabriquent les pneus. Le problème, c'est que la voiture, effectivement, il y a des problèmes avec les cardans qui cassent, les soudures qui se brisent, la caisse autoporteuse qui se plie, etc. etc. Et le réseau est pas non plus vraiment formé pour Et l'entretenir. elle déroute les acheteurs potentiels, car étant bien plus basse que ce qui existe partout ailleurs sur le marché, elle leur semble beaucoup plus petite. Enfin, c'est pas totalement Alors faux. oui, c'est vrai, mais elle leur semble moins lojable qu'elle n'est.
Et la Rosalie reviendra en production pour assurer un suivi dans la production industrielle et la commercialisation auprès des habitués. Alors la traction est connue pour sa tenue de route, qui en fera une voiture parfaite pour les résistantes tout comme pour les forces armées d'occupation durant les années 40. Ouais, et aussi pour les voleurs, hein, on connaît Pierrot le Fou ou le Gang des Tractions. Et ce ne sont pas des titres de films de Luc Besson, hein, mais ça aurait pu. Il y a toute une gamme, j'ai évoqué la 7 chevaux, qui est donc l'entrée de gamme, après il y a la familiale qui est la 11 chevaux, il y a la 15 avec un 6 cylindres. Il y a eu aussi la 22 qui était équipée d'un nouveau 8 cylindres qui a jamais vu le jour. Il en reste des photos, il en reste des légendes, il en reste surtout une chasse au trésor jamais conclue. Il y a plein de gens qui espèrent encore trouver la fameuse 22 ou un proto de 22 dans un hangar oublié. Et le modèle dit traction restera en production plus de 20 ans. Alors, plus de 20 ans, mais avec une guerre au milieu quand même. Il s'en vendra près de 800 000, soit 20 fois plus que sa devancière. Ouais, donc largement de quoi éponger les dettes du groupe. Dont le fondateur n'aura malheureusement pas vécu assez longtemps pour voir la résurrection. Et en 1954, la traction teste en avant-première la suspension hydropneumatique qui sera montée sur sa descendante directe, la DS. Et qui sera aussi montée sur les Mercedes. Voilà, faut pas oublier qu'à l'époque, Mercedes a racheté le droit à Citroën d'utiliser sa suspension hydropneumatique parce que c'était le confort absolu. Je vais m'attarder sur la DS, c'est la star de Citroën. Elle est commercialisée en 55, elle coûte près de 900 000 francs à l'époque. La traction ne dépasse pas les 600 000. Donc la traction va rester au catalogue jusqu'en 1957 pour permettre une transition. Ouais, surtout que si la traction n'était pas au point quand elle a été commercialisée, que devrait-on dire de la DS? Ouais, la conception de la DS est toujours dirigée par André Lefebvre, qui en devait déjà les tractions et la 2 chevaux. Le dessin est toujours l'œuvre de Flaminio Bertoni, et je peux dire l'œuvre puisqu'il était beaucoup plus sculpteur que designer. Et c'est toujours l'hydraulicien Paul Magès qui s'occupe de toute la partie innovante de cette voiture, qui est la suspension. Alors, le nom DS résonne effectivement comme une déesse du Panthéon, mais il semblerait que la base du nom vienne surtout du moteur D, qui était le moteur que la DS reprenait directement de la traction 11. Contrairement à ses prédécesseuses, la DS n'aura pas de moteur 6 cylindres. L'ancien qui existait sur la traction et sur la Rosalie, c'était un ancien en ligne, il prend trop de place en hauteur avec le pare-choc qui est très en avant et ce capot qui descend. Si on le penche, bah, il se noie. Il y avait un 6 cylindres, un nouveau 6 cylindres qui était prévu pour l'occasion, mais qui a pris du retard dans le développement. Et donc, l'ADS va être lancée avec un antique 4 en ligne. C'est le haut de gamme de la marque qui va devoir affronter les prestigieuses berlines de la concurrence. Ouais, une concurrence qui prend quand même un sacré coup de vieux à sa sortie. Ouais, en fait, il faut replacer. En 1955, Renault a la Frégate, Peugeot a la 403, Simca les vedettes. Toutes des voitures qui ont un look d'américaine que la DS démode totalement. Ouais, encore qu'on puisse trouver une inspiration à la DS quand on regarde la Studebaker Commander, mais c'est un autre sujet. Ouais, la DS paraît complètement révolutionnaire sur le marché. Et comme la traction, elle souffre d'un manque de mise au point à son lancement. Et pour autant, c'est un succès. Oui, près d'1,5 million d'exemplaires notamment, vendus. ils en ont vendu aux USA. Ouais, alors, de manière très sporadique, hein, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être 100 000 DS vendus hors de France sur ces 20 ans de carrière. C'est un produit culte, mais endémique. Voilà, Cara a été décliné en ID, c'est la même voiture, mais avec moins d'hydraulique. Il y a moins d'hydraulique, mais la suspension hydraulique qui fait la base de la voiture. Pas la boîte de vitesse, ni l'assistance de direction qui tombait un peu trop souvent. Et ça vendra presque 1 million aussi d'idées. Rapidement, Citroën réfléchit au modèle qui devra remplacer la DS à terme. Ouais, donc ça, c'est ce qui deviendra la Qui n'arrivera pourtant qu'en 1975. 20 ans après la DS. Il faut frapper un grand coup pour montrer que la marque est toujours au top. Ouais, parce que du coup, alors déjà, il y a le côté communication de Citroën, il y a le côté avant-gardiste, innovant, mais surtout, avant la CX, il y a eu le projet F, qui a coûté énormément d'argent, qui était très novateur, et qui a été abandonné au dernier moment parce que Renault venait de sortir sa Renault 16 avec des éléments notamment esthétiques mais aussi techniques qui étaient prévus dans ce projet. Ouais, qui a donné la GS 170 avec un design très en pointe encore, dont on a l'impression que la CX est la grande sœur, même si la BLMC 1800 de Pininfarina semble ne pas avoir laissé Robert Repron de marbre. Ouais, et la CX recevra aussi le titre de voiture de l'année.
devant la Golf. La Golf n'avait pas grand-chose d'innovant. La CX était différente visuellement, tout en gardant un lien de parenté avec les DS et la GS. Le confort était d'un autre niveau que ce qu'on essaie. Les prestations routières étaient impressionnantes. D'ailleurs, là encore, j'ai envie de faire la comparaison avec les berlines allemandes parce qu'il y a un chancelier allemand qui, plutôt qu'une Mercedes, va choisir des CX. Le problème, encore une fois, c'était le moteur. En quoi le moteur pêchait du coup? Qu'est-ce qu'il a... Non, la CX au départ, elle a été pensée pour pouvoir être équipée avec les birotors et les trirotors Wankel, donc des moteurs à piston rotatif. Le birotor, on connaît les problèmes qu'il aura. Le trirotor, il ne verra finalement pas du tout le jour. Et en 1973, il y a une crise pétrolière qui conduit à se contenter de 4 cylindres. Hérité de la DS pour donc ça. de la traction et un diesel aussi, parce qu'à l'époque, c'était la mode. Le modèle se vend plus que correctement. C'est quoi? Plus d'1 million d'exemplaires en une quinzaine d'années? Beaucoup moins que les presque 2 millions de DS et ID réunis, mais tellement plus que la 604, que le duo R20, R30 ou même que la très réussie R25 qui l'ont affronté. Et après la CX viendra la XM. 15 ans plus tard, elle recevra à son tour le titre de voiture de l'année. Alors là, il s'agit en revanche d'un châssis Peugeot. Ouais, la CX est considérée par beaucoup comme la dernière vraie Citroën avant le rachat par Peugeot, et le châssis de la XM est le même que celui de la 605 en y ajoutant l'hydraulique. Et des voitures qui manquent cruellement de mise au point à leur lancement. Ça semble presque être une constante chez Citroën, hein. Et cette fois les ventes en ont vraiment souffert puisque seulement 300 000 exemplaires seront vendus. C'est certes moins que la CX, mais comparable finalement au volume de la 605 et même de la Safran contemporaine. Ouais, on peut se dire que le haut de gamme à la française était déjà mort, mais il y avait des tentatives de le faire perdurer encore. Chez Citroën, la tentative de résurrection du haut de gamme, c'est la C6. Qui arrivera 5 années après la fin de la carrière de la XM. Ce que j'ai dit avant, c'est qu'on avait l'habitude de voir l'ancien modèle prolongé quelques années, le temps que le nouveau s'installe sur le marché. Ouais, l'intérim en haut de gamme a été assuré par la C5. Qui est une berline familiale, c'est pas du tout au niveau de la concurrence allemande. C'est vrai que la XM avait été dessinée par Burton, la C6 a été dessinée en interne. Qui évoque là directement la CX par la silhouette, la lunette arrière concave. Finalement, ça évoque plus la CX que la DS. Et en revanche, là, le succès commercial n'est pas du tout au rendez-vous. Non, quelque chose comme 20 000 exemplaires. Je veux dire, même Renault, avec sa Satis, qui sort vraiment des sentiers battus, a mieux réussi. Ils ont bien moins échoué, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'une réussite, non. Et la suite est moins brillante, avec la deuxième génération de C5, qui était sur une base de 508, qui joue clairement avec les codes allemandes, et qui se vendent correctement à près d'un demi-million d'exemplaires, principalement entre la France et la Chine, de 2007 à 2021. À laquelle a succédé un crossover, le crossover, la C5X qu'on connaît en ce moment. Qui ne se vend pas du tout au même niveau, alors le positionnement est plus du tout le même. Hein. Ouais, c'est-à-dire à la fin de la vie de la C6, Citroën a décidé de lancer un badge Distinctive Series, qui reprennent du coup le nom de la DS, et qui ne devait surtout pas devenir une marque à l'époque. Ouais, donc le label soit devenu une marque alors qu'on avait juré que ce ne serait pas le cas, c'est aussi dû à un changement de direction à la tête du groupe. Ce qu'il faut retenir, c'est que les C5X sont des familiales abordables et qu'il y a la DS5 pour le haut de gamme. Ah oui, et là finalement avec la marque DS, on invoque le génie français. Ah oui, c'est Frédéric Soubirous qui a clairement joué des codes de l'innovation, du pas de côté, des choses que la DS et la CX avaient déjà utilisées avant à leur façon. Et le résultat? Ouais, je dirais mitigé. Il y a eu moins de 100 000 ventes sur une petite dizaine d'années. Il y a un vrai succès d'image en revanche, puisque ce modèle se repérait vraiment dans le trafic de son époque. Est-ce que ce sera mieux après? À partir de 2014, le label distinctif DS devient une marque à part entière. Il fallait séduire en Chine, en fait, pour faire entrer des devises. Et ça n'a pas du tout été couronné de succès. Ouais, pire, parce que elle a importé des voitures de Chine pour les commercialiser en Europe, comme symbole du luxe à la française. Ouais, alors que le groupe PSA a les droits sur une des plus belles marques du monde avec Talbot, que des groupes de luxe français comme LVMH, Kering, Hermès, etc. font figure de référence, voir arriver finalement une ancienne génération de 508 rallongée sur notre marché pour nous louer le luxe à la française, c'était peut-être pas si bien calculé. Ouais, la DS9, c'est très peu vendu et du coup on comprend pourquoi. Ouais, moins de 10 000 exemplaires dans le monde, je crois. Enfin, le monde. Ouais, la France et la Chine, globalement.
Avant cela, il y avait quand même eu la DS7, alors présentée en grande pompe lors du défilé d'investiture du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, en 2017. Ouais, c'était un bon coup de pub pour un crossover qui s'est relativement bien vendu. Dans les 100 000 exemplaires, ce qui n'était pas si mal sur le marché actuel. Hein, ça reste très loin des concurrences allemandes, mais c'est une proposition qui semble être arrivée sur un positionnement qui était celui attendu par son marché, ce qui n'est pas du tout le cas de la DS3 Crossback qui a perdu complètement l'auditoire de la DS3. Alors la suite, maintenant, on la connaît avec la numéro 8, nommée comme un parfum. Encore une fois, la voiture qui se veut un symbole du haut de gamme à la française sera fabriquée ailleurs qu'en France. Je ne suis pas sûr que ça joue en sa faveur. Ah oui, et pour le lancement, elle sera en tout électrique. Alors ça, c'est un autre problème. Les constructeurs, et le groupe Stellantis en premier, ont énormément parié sur le revirement total du marché vers l'électricité. Ouais, ce qui semble plus être le cas désormais. Et on a entendu récemment les propos du directeur général de DS prétendant se positionner face à Rolls plutôt qu'à Mercedes. Ouais, ça semble très ambitieux. Surtout quand on propose une sorte de super C4, je crois pas qu'on puisse reprocher à Rolls ou à Bentley d'utiliser la même plateforme qu'une Mini ou qu'une Polo. Bref, on ne croit pas. Difficilement. On n'a pas évoqué la SM. Ah oui, lancé dans les années 70 avec des éléments mécaniques, châssis, suspension de DS, et surtout le moteur développé par Maserati, ça a été le vrai haut de gamme de la marque au-dessus de la DS. Sauf que là, c'est pas une berline statutaire. On est... si, il y a eu quelques rares productions d'artisans carrossiers comme Chaperon, mais on est plus dans un grand tourisme que dans le haut de gamme, finalement. Eh bien, voilà terminé cet entretien, cet auto-entretien d'autoculture sur le haut de gamme Citroën. Parce que finalement, c'était ça, à l'occasion des 70 ans de la DS et des 50 ans l'année dernière de la CX, qui a guidé, on l'a vu, presque plus que la DS, l'approche haut de gamme de Citroën. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le dans les commentaires, likez celle-ci. J'essaye de nouveaux formats pour essayer de faire vivre cette chaîne, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis je pense que on ferait peut-être un truc un peu plus léger pour étudier les hauts de gamme chez Peugeot et chez Renault pour voir un peu l'évolution depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ces gammes-là. Et ben voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.